news de ce soir avec du basketball, FIBB, Dao Malik nommé. Oui, la Fédération ivoirienne de basketball a annoncé samedi la nomination de Malik Dao. L'ex-international et entraîneur ivoirien occupera le poste de conseiller sport et relations internationales. Malik Dao apportera son expérience technique et médiatique pour contribuer à ramener la Côte d'Ivoire dans le concert des nations de basket. Eh oui, donc c'est une bonne nouvelle en ce qui concerne la Fédération ivoirienne de basketball. Très bonne nouvelle, alors la FIBB continue d'attirer de l'expérience pour faire rebondir le basketball ivoirien. Alors l'ex-international Dao Malik sera en quelque sorte l'ambassadeur du basketball ivoirien à l'international. Alors il a été consultant TV pour les matchs de la NBA. Dao Malik est un homme aux multiples casquettes qui a carrément fréquenté les différents parquets tant africains que européens en France. Et il s'est très bien illustré sur ces parquets-là. Mais avant, il a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1989 avec la SEC, puis le titre de champion de Côte d'Ivoire en 1997 en tant qu'entraîneur de la SEC Mimosa. Donc, félicitations au président Mahama qui continue de se faire entourer, de se faire encadrer par des personnes expérimentées pour faire rebondir, bien évidemment, le basketball au niveau national et au niveau international. C'est une décision à saluer, bien évidemment. On a eu un bref échange quand même cet après-midi avec Malik Dao. Il nous a laissé entendre que lorsqu'il était informé qu'il était nominé à ce poste, il était déjà très content, très joyeux. Et puis, il a laissé entendre aussi qu'il va tenter de donner à la Côte d'Ivoire, suite au basket ivoirien, ce que ce basket lui a octroyé des décennies en arrière, donc des années 80 aux années 90, où il a été un très grand basketteur, où aussi il était un très grand entraîneur en gagnant des titres avec l'équipe de la SEC. Absolument. Non, je confirme, il a été un excellent basketteur, Dao Malik, avec son pied. Enfin, je dis son pied et sa main, il était très... Il a fait du pied gauche d'ailleurs à Diego Maradona. Dis donc, carrément. Avec sa main, la génération dorée de Djadji Clément et autres, Franck Silva, c'est un très bon basketteur. Et puis, il faut surtout saluer le coaching, le management du président de la Fédération ivoirienne de basketball. Parce que quand même, Amalan Blaise, du côté de la DTN, Christelle Ngassané est du côté des femmes. Et là, il est conseiller. Il y a du beau monde quand même autour du président. Il s'entoure de gens qui connaissent le basketball, qui ont joué au basketball à un très haut niveau, donc qui connaissent bien la balle au panier. Et ça, il faut saluer le management du président qui s'entoure d'hommes de qualité pour pouvoir conduire cette fédération. Lui qui fait déjà du très bon travail à la tête de cette fédération de basketball. Donc en attirant Dao Malik à ses côtés, je pense que notre fédération ira de plus en plus grandissante encore. Vivement que les compétitions reprennent immédiatement pour voir un peu l'effet immédiat, le résultat immédiat du travail de tout ce collectif qu'il y a autour du président Mamadou Koulibaly de la fédération ivoirienne de basketball. Exactement. D'ailleurs, la saison reprend en décembre. Absolument, ouais. Et puis au niveau de l'équipe nationale, la prochaine fenêtre en ce qui concerne l'afro-basket, ce sera au mois de mars prochain. Donc, on sent bien que le président Mahama est en train vraiment d'imposer sa belle et grande vision pour le basket ivoirien. Oui, bien sûr, et d'autant plus que Malik Dao, de-delà même de son amour pour le basket, c'est un véritable sportif. Par ailleurs, excellent commentateur de match de catch, ce qui est quand même inédit. C'est-à-dire qu'on a toute cette panoplie-là de Malik Dao, une connaissance assez diversifiée du sport qui lui permettra de s'enrichir un peu plus pour apporter beaucoup de choses au basket ivoirien. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle qui va permettre à d'autres équipes du championnat ivoirien d'émerger, de venir titiller l'ABC et la SEC en ce qui concerne le championnat de basket ivoirien. Bon, très bien. Allez, on poursuit avec du taekwondo à Géo. Rendez-vous au palais du taekwondo. La Fédération ivoirienne de taekwondo organisera son assemblée générale ordinaire de l'exercice 2019-2020 le 19 décembre prochain. Ces assises se tiendront au centre sportif ivoiro-coréen. Ce sera la première activité au palais du taekwondo. 5 points seront à l'ordre du jour de cette rencontre. Un projet de modification des statuts et du règlement intérieur est également annoncé. Oui, c'est l'une des fédérations les plus structurées et organisées dans l'univers du sport en Côte d'Ivoire. Elle part en AG, c'est une bonne chose. Il sera question pour Bamba Cheikh Daniel et son comité exécutif de dresser quand même le bilan des activités de l'année 2019. Un bilan quand même qui, selon certaines indiscrétions, est très bonne. Le taekwondo ivoirien a participé à 15 compétitions internationales et c'est 28 médailles glanées, dont 10 en or, 5 en argent et puis 13 en bronze. La fédération de Cissé Cheikh Salah et Ruth Bagui
nos deux pépites, nos deux ténors au niveau donc, du taekwondo. Mais c'est surtout le lieu qui attire un peu mon attention. Le centre sportif ivoiro-coréen, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Et on a envie de voir un peu à quoi ressemble l'enceinte, qui avait été annoncée depuis le mois d'avril, mais qui est attendue. Bon, on va un peu être curieux pour aller voir ce qui va se passer dans ce nouveau, je veux dire, qui on l'espère, va être le théâtre, le centre des grands événements, des disciplines comme le taekwondo. Bon, on attend de voir vraiment à quoi ça va ressembler, notamment dans cet édifice-là. D'accord, très bien. Allez, on poursuit avec du rugby. Oui, 16 équipes pour le mondial féminin. La Coupe du monde féminine de rugby 2025 comptera de nouveau 16 participants, contre 12 précédemment, a annoncé lundi World Rugby. Les éditions 1998 et 2002 comptaient déjà 16 nations qualifiées, avant que World Rugby ne revienne à un format plus resserré en 2006. La Fédération internationale doit choisir en mai 2022 les pays hôtes des éditions 2025 et 2029. Ce sera la 3e édition de la Coupe du monde féminine de rugby qui va accueillir 16 nations. On a eu 98 et 2002 et donc on aura celle de 2025. C'est une bonne décision, une décision intéressante de la part de World Rugby. On espère qu'elle va demeurer après celle de 2025. Je crois que les responsables de World Rugby ont arrêté quand même cette décision dans l'optique quand même de permettre à d'autres nations de pouvoir participer à cette compétition et puis aussi de donner un coup d'intérêt au public. Et puis on aura aussi beaucoup de matchs puisqu'on parle de 16 nations, on passe de 12 à 16 nations, donc on aura un peu plus de matchs et puis de nouvelles nations de rugby féminine vont aussi se faire connaître, vont se faire découvrir à ce niveau-là et je crois que ça va permettre au développement du rugby féminin dans le monde. Oui. Bien sûr, le développement du rugby féminin, parce qu'on a une Nouvelle-Zélande qui domine totalement les débats. 5 titres de champion du monde avec des joueuses emblématiques comme Farah Palmer. Ça va permettre à des équipes comme l'Écosse et même l'Angleterre, qui a seulement 3 quarts de finale à son actif, aucun titre, une 4e place en 2015 et une 3e place en 2019. Donc ça va permettre à toutes ces équipes-là de venir titiller la Nouvelle-Zélande. Et c'est très bien, ça va permettre de donner plus de visibilité au rugby féminin qui va venir se rapprocher du rugby masculin. On salue que le but, c'est d'accélérer le développement du rugby féminin. Je pense que c'est ce qu'il y a derrière l'idée du nombre d'équipes qui augmente par rapport aux prochaines Coupes du Monde. Il faut savoir que c'est un format qui revient. En 1998, on était en Hollande. En 2002, on était en Espagne avec un format à 16. Et donc, le but, c'est de développer le rugby parce qu'il faut savoir quand même, 28% des joueurs de rugby sont des femmes. Donc, ça montre bien que le tiers des pratiquants de rugby dans le monde sont des femmes. Donc, ça montre que c'est une discipline qui est en train de gagner en volume au niveau des dames. Et là, les prochaines Coupes du monde vont donner un coup d'accélérateur en termes de développement pour le rugby au niveau mondial. Mais on espère aussi que l'Afrique va suivre le train du développement du rugby. Et que quand je parle de l'Afrique, je parle aussi naturellement de la Côte d'Ivoire, que nous allons suivre ce train du développement. On va commencer d'abord même, parce que suivre, c'est trop dit. Non, je dis quand même, il y a du rugby. C'est vrai que c'est dans le même niveau que les Françaises, les Anglaises et autres. Mais bon, l'Afrique doit se mettre un peu au diapason de ce qui se fait au plan mondial. Et là, l'opportunité nous est offerte d'avoir quelques places pour cette Coupe du Monde. Il faut savoir que le choix des pays hôtes va se faire en mai 2022 pour les éditions de 2025 et 2029. Donc, on attend de voir. Mais en tout cas, c'est un très beau format. 16 pays, c'est bon. Ça permet de voir plus de femmes, plus de pays, plus de jeux, plus de rugby. Et ça, c'est très bon pour le développement du rugby féminin. Et ça devrait faire plaisir à Tia et à Yellow. J'allais dire, c'est pas pour vous déplaire, Stéphane. On n'a pas le gabarit pour, mais bon. Ce qu'on peut espérer, c'est que hormis l'Afrique du Sud, on espère qu'il y aura un autre pays africain qui va s'ajouter à cette nation-là pour participer à cette compétition. Ah, mais vous savez que le rugby sud-africain est un rugby de très haut niveau. Je crois que les Sud-Africains ont 2 Coupes du monde de rugby au niveau des hommes. Oui. C'est une grande nation de rugby. Bon, les filles, naturellement, suivent la mouvance au niveau des hommes. Bon, comme vous dites, on espère que les autres pays vont être contaminés. Et quand cette prochaine Coupe du Monde, on aura quelques places. 3 Coupes du Monde, monsieur. Ah, 3 Coupes du monde. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, allez, ma mémoire m'a joué un sale tour. Bon, voilà. Heureusement que je suis là pour vous rappeler à l'ordre. Voilà. Allez, on poursuit avec du football. Algérie, Belmadi positif au coronavirus. Après Rami Bensebaini, Yassine Brahimi, Aïssa Mendy et Asdine Bouka,
eh bien, le président et aussi, pardon, le président de la fédération, hein, et oui, Khaireddine Zetchi, eh bien, le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, a été testé positif à son tour au coronavirus. L'information a été confirmée par la fédération. Ces contaminations en chaîne tendent à accréditer l'idée d'un cluster qui aurait vu le jour à l'occasion du dernier rassemblement des Fennecs. Roger Stéphane. Une vraie cascade de cas positifs avec les Fennecs d'Algérie. Oui. Ben, l'équipe est complètement décimée. Vous l'avez dit, hein, Sebani, Yassine Brahimi, Mandi et Douka au niveau des joueurs. Mais la pandémie ne s'est pas arrêtée là. Elle a attaqué le président de la fédération, Khaireddine Zetchi. Et maintenant, c'est Djamel Belmadi, le redoutable technicien entraîneur de cette équipe des Fennecs d'Algérie. C'est un peu dommage. L'Algérie, c'est l'une des nations phares du football africain, souvent aux côtés de l'équipe du Sénégal. C'est notre champion d'Afrique. L'équipe s'est brillamment qualifiée pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de football en l'état actuel des éliminatoires. Attention à l'Algérie. Heureusement qu'il n'y a pas de compétition internationale en ce moment au niveau des sélections. Sinon, ça aurait été la catastrophe pour les Algériens. Bon, le prochain rendez-vous, c'est au mois de mars pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN. On espère que d'ici là, tous les cas seront réglés et que Djamel Belmadi va retrouver la santé et que Djamel Belmadi va retrouver tout son groupe et que le président de la fédération, Khaireddine Zetchi, sera très heureux d'avoir une Algérie en pleine forme qui va confirmer sa qualification pour la prochaine édition de la CAN des Nations. Donc finalement, jouer sans public, ce n'est pas la solution. Parce qu'ils ont joué contre le Zimbabwe sans public et il y a eu toujours des cas positifs. Donc il faudrait que la CAF aussi puisse revoir aussi ce mode de fonctionnement-là. Parce qu'on permet aux joueurs de se retrouver entre eux, mais malgré tous les protocoles sanitaires, il y a encore des infectés, des cas positifs. Donc il faudrait revoir peut-être cette sanction qu'il n'y ait pas de public au match. La grande interrogation, c'est comment sont faits quand même les tests Covid dans ces nations-là. Parce que quand même, on a du mal à comprendre qu'aux sorties des matchs, des éliminatoires, on ait assez de cas positifs du côté de l'Algérie. Où ont-ils contracté cette maladie-là? Est-ce chez eux en Algérie ou bien au Zimbabwe? Voici la grande interrogation quand même qu'on C'est ça. pose. Et pour revenir sur ce que vous disiez, Yellow, bon, vous appelez ça des sanctions, mais je veux dire, c'est juste un protocole qui a été mis en place par la FIFA et toutes les confédérations. Le Burundi a joué contre la Mauritanie. Le Burundi a joué contre la Mauritanie avec public. Oui, mais je veux dire, on étudie ça au cas par cas, Yellow. On ne peut pas non plus... c'est un petit peu compliqué, vous le savez très bien. On est obligé d'harmoniser ça, on est obligé de prendre des décisions, etc. etc. En fait, on a l'impression que... On cherche des solutions. Oui, on a l'impression que c'est 2 poids 2 mesures pour la CAF parce qu'on permet à un public d'assister à un match quand on ne permet pas à un autre public d'assister à un match. Donc, il faudrait revoir, bien évidemment, quand on parle d'harmonisation, il faudrait que la loi soit juste envers tout le monde. Mais est-ce que tous les publics font la demande de jouer devant un public? Mais nous, on a voulu jouer avec public, non? Et puis, ça a été refusé par la CAF. Avons-nous fait une demande officielle, Roger Stéphane? Bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on a voulu jouer avec public. La CAF n'a pas voulu, on a joué le match ici à BMP sans public. Mais quand même, je veux dire, quand on regarde la pandémie de façon générale sur le continent, soit on prend une mesure globale qui touche tout le monde, ou alors si on fait au cas par cas, on prend langue avec les autorités du pays pour voir quel est l'état de la pandémie, quelle est la capacité du pays à mettre en place des mesures sanitaires pour prendre des mesures qu'il faut par rapport au public. Mais ça doit être fait. Bon, ça n'a pas été fait sur l'ensemble du continent. On a vu quelques matchs avec public, des matchs sans public. C'est un peu gênant quand même pour la Confédération africaine de football. Je pense qu'on devait appliquer une mesure générale pour tout le monde. Mais enfin bref, la situation est assez compliquée quand même. C'est tout compliqué, cette pandémie. La CAF, par moment, a été un peu impuissante face à la pandémie depuis les activités de football. La FIFA a imposé une mesure générale. Bon, on va s'entendre, mais en tout cas, je pense qu'on aurait pu étudier au cas par cas et permettre aux États, aux fédérations qui ont les possibilités de s'entourer de quelques mesures sanitaires pour permettre qu'il y ait du public au terrain. Parce que football sans public... Eh bien, vous savez quoi? C'est ce qui est fait déjà, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que les nations qui font une demande officielle de jouer avec public, eh bien, elle est analysée. La demande est analysée. D'accord. Donc voilà. Allez, on poursuit avec une très, très, très mauvaise nouvelle. Et là, on va au Sénégal. On va parler du décès de Bouba Diop, ancien international sénégalais. Papa Bouba Diop est décédé dimanche à l'âge de 42 ans des suites d'une longue maladie. L'ancien milieu de terrain restera à jamais dans l'histoire de son pays pour avoir inscrit le but qui a fait tomber la France, championne du monde en titre, à l'occasion du match d'ouverture de la Coupe du Monde en 2002. Oui, Bouba Diop,
est décédé à l'âge de 42 ans. Ça commence à faire beaucoup pour cette année. Il a fait partie, lui également, de cette génération dorée du Sénégal de 2002 et 2000. En 2002, c'était la Coupe du monde de football, la toute première participation des Lions de la Teranga face à la France, champion du monde, la France de Zinedine Zidane, qui avait brillé en 1998 et qui défendait son titre en 2002. Le match d'ouverture, le Sénégal est là, le Sénégal de El Hadji Diouf, mais surtout de Bouba. Bouba qui inscrit ce but-là, voilà le travail de El Hadji Diouf sur le côté à 2 reprises, et il se reprend pour inscrire ce but dans le but de Fabien Barthez. C'est un joueur qui rentre dans l'histoire, il est devenu un monument. Son nom est associé désormais à l'histoire du Sénégal en Coupe du monde de football parce que c'est lui qui inscrit ce but. C'était un joueur puissant, fort, athlétique, très combatif sur le terrain. Il a joué par moments attaquant. Après, il a été reconverti en milieu de terrain. C'est un joueur de devoir qui a fait de très belles choses en Angleterre, notamment avec l'équipe de Fulham. Il a bu des buts, de fort jolis buts du côté de Fulham. Enfin bref, lui aussi, il part. Cette année commence à devenir difficile. Il n'y a pas longtemps, on pleurait l'icône mondiale qui est Diego Armando Maradona. Là, c'est un exemple sénégalais qui part. Bon, un peu dommage, paix à son âme. Il n'avait que 42 ans, il n'y a pas longtemps seulement qu'il avait pris sa retraite. On ne verra plus ce costaud joueur sur les pelouses et on ne le verra même plus d'ailleurs autour de nous et surtout du côté du Sénégal. Ah oui, dommage quand même, c'est une triste nouvelle. Il faut savoir que le joueur a démarré sa carrière à Dakar, notamment au Giraffe de Dakar, et puis il a terminé sa carrière de footballeur à Birmingham City en 2013. Bouba, c'est quand même 63 sélections avec l'équipe du Sénégal et puis 11 buts inscrits, un but important, celui face à la France lors de la Coupe du Monde 2002, Corée du Sud-Japon, co-organisé, un but marqué à la 30e minute sur un service magnifique de El Hadji Diouf. Ça avait permis à cette équipe sénégalaise de s'imposer face à l'équipe de France. Et puis surtout, ça a permis aussi à cette équipe sénégalaise d'aller loin dans la compétition jusqu'en quart de finale. Ouais. D'ailleurs, et Bouba était un joueur important dans l'équipe de Bruno Metsu à l'époque. C'est lui aussi décédé malheureusement. Bouba Diop, voilà, tout simplement, on salue la mémoire du joueur qu'il a été. Il a été un grand footballeur. C'est dommage sa disparition. Tout ce qu'on peut dire, c'est beaucoup de courage à sa famille. Exactement. Et il sera donc enterré au cimetière de Rufisque. Oui. Voilà. Allez, on poursuit, on termine surtout ce LGT News par le médecin de Maradona qui a été inculpé. Leopoldo Luque, le médecin de Diego Maradona, est inculpé pour homicide involontaire. Une enquête est menée afin de déterminer les conditions dans lesquelles Maradona avait été pris en charge à sa sortie de l'hôpital à la suite de son opération au cerveau, ou s'il y avait eu des irrégularités lors de l'hospitalisation à domicile. Et Diego Maradona, on le rappelle, est mort mercredi à l'âge de 60 ans suite à un arrêt cardio-respiratoire. Oui, Tia, il faut préciser que cette enquête a été déclenchée par les déclarations des 3 filles de Diego Armando Maradona, Dalma, Gianina et Gianna, qui ont estimé qu'il y a eu certaines négligences en ce qui concerne la prise en charge du problème cardiaque de la légende du football Diego Armando Maradona. Mais en tout cas, cette enquête a débuté par la perquisition dimanche du cabinet et du domicile du docteur Luque. Eh bien, à ce niveau, le parquet a estimé que cette mise en cause n'implique pas automatiquement une garde à vue, une privation de liberté. Eh bien, à ce niveau-là, Luque s'est défendu à travers une déclaration en conférence de presse. Il décline toute responsabilité dans la mort de Diego Armando Maradona. Pour lui, il a tout fait pour améliorer l'état de santé de Diego Armando Maradona. Et il a signifié que ce n'était pas de sa faute. Il n'y avait pas de défibrillateur dans le domicile de Diego Armando Maradona. Tiens, ça c'est une info importante. Il n'y avait pas de défibrillateur dans la chambre de Diego Armando Maradona au moment de son attaque cardiaque. Et il poursuit pour dire qu'il n'était pas son médecin traitant, que Diego Armando Maradona était un patient un peu difficile, qui refusait même un accompagnant thérapeutique et qui n'a pas voulu de rééducation après son opération. Donc la question reste posée, est-ce que le médecin est coupable de la mort de Diego Armando Maradona? Mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas de défibrillateur dans la chambre de Diego Armando Maradona, cela risque de faire jaser. Bon, et de toute façon, je pense que ce qui a dû aussi énerver la famille de Diego Maradona, c'est ce selfie entre... À l'hôpital. Voilà, à l'hôpital, entre le médecin et le patient, qu'on a trouvé un petit peu dérangeant, vraiment. C'est-à-dire que l'image était un peu dégradante pour le grand Diego Maradona, le voir à l'hôpital comme ça avec un sparadrap sur la tête comme ça.
Bon, c'est ça qui était un peu embêtant. Ces filles n'ont pas aimé. Toute l'Argentine n'a pas aimé d'ailleurs cette photo-là. Bon, est-ce que c'est ça? Et puis derrière, bon, c'est une enquête qui est en cours. On verra bien ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, quand on écoute le médecin, on a le sentiment que bon, le grand Diego, capricieux jusqu'au bout, même dans la maladie, toujours aussi capricieux. Mais bon, on va retenir le côté positif du joueur, ce fameux joueur. Et j'ai envie de taquiner Ballot d'ailleurs. Finalement, vous vous êtes rendu compte qu'il est plus fort que Messi, Ballot. Diego est plus fort que Messi, non, c'est ça? Pour honorer sa mémoire. Non, pas du tout. Voilà, En donc fait, on va retenir ça, le joueur. Mais il est parti. Est-ce que cette polémique-là encore va faire du bien à la mémoire de Diego Maradona? Mais dans tout le cas, on va situer les responsabilités. Est-ce qu'il y a eu un défaut de professionnalisme? Est-ce qu'il y a un manque d'assistance véritable? On verra bien les enquêtes. Mon interrogation, c'est comment la famille a-t-elle pu laisser Diego Maradona se faire traiter à la maison après une opération de la tête qui est aussi compliquée que ça. On finit de l'opérer et puis, pour sa convalescence, on décide qu'il retourne à la maison pour qu'il puisse se reposer. Le médecin l'a dit, il a dit que c'est lui-même, c'est Diego Maradona oui, mais c'est vrai qu'il y a ce que le patient dit, mais il y a aussi ce que son état de santé demande. Si vous, le médecin, vous estimez qu'il aurait pu avoir un problème si on l'interne à la maison, mais vaut mieux ne pas aller à la maison pour l'interner. La famille aurait pu prendre cette décision, ne pas laisser Diego s'imposer. Bon, je ne suis pas sûre que quand on a quelqu'un comme Diego Maradona devant soi qui exige de rentrer chez lui, je ne suis pas sûre que quelqu'un pouvait s'opposer. Et il faut savoir que Diego est un centre de la famille qui est très très fort. Très tôt, à 15 ans, il dit c'est lui qui s'occupe un peu de sa famille. Quand il s'est blessé à Barcelone, je crois en 83, il a dû rentrer au pays pour se faire traiter, pour être entouré de la famille. Il aime beaucoup la famille, il adore la famille. Il a toujours été soutenu par sa famille. Donc, dans ce moment de maladie, il a souhaité certainement retourner en famille pour avoir cette chaleur du pays, cette chaleur. Bon, certainement oui, ça. Mais là, on parle de santé, on parle de santé, on parle de vie. Est-ce que le médecin là, le médecin non, c'est juste. un peu inculpé, oui. Voilà. Donc là, quand c'est comme ça, tout de suite, le médecin, quand même, on peut dire qu'il a une part de responsabilité parce qu'il n'aurait quand même pas dû laisser Maradona. Non. Aux dernières nouvelles, ce sont ces filles qui auraient signé l'autorisation de sortie de la clinique. Bah voilà, et ce sont ces mêmes filles qui se plaignent encore d'une possible négligence de la part du médecin. Oui, c'est un peu ambigu quand même. Allez, rapidement, parce pour une attaque cardiaque, le fait qu'il n'y ait pas de défibrillateur, ça pose problème parce que le défibrillateur aurait pu permettre de le réanimer rapidement et là, ça pose vraiment... Oui, mais qui raison pour laquelle il fallait qu'il soit à l'hôpital. Là-bas, on aurait pu en trouver assez facilement. Non, justement, le défibrillateur, d'après ce que le médecin dit, il aurait pu avoir le défibrillateur. D'après ce que le médecin dit, il aurait pu avoir les conditions pour l'avoir à la maison, sinon il n'avait pas les... C'est ça, absolument. Et puis, rapidement, et on terminera dessus, on a tous vu ces images ce week-end qu'on ne va pas vous diffuser ici, des employés de pompes funèbres voilà, qui ont ouvert le cercueil de Diego Maradona, se sont pris en photo à côté de lui et qui ont eu l'intelligence ou non de les poster sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc, concernant l'affaire Diego Maradona et on vous tiendra informé, évidemment. Allez, on va continuer. Oui, on a beaucoup de choses à vous proposer. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22 h. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous en allant sur la page Facebook de la 3. On va pouvoir passer à la saga des pros.